Juillet 2019. Je suis dans une salle de cinéma pour découvrir le dernier né des studios Marvel, le second volet de ce qui est aujourd'hui une trilogie consacrée à l'homme araignée, Spider-Man Far From Home. J'admets sans mal que Homecoming et Far From Home sont des plaisirs coupables, malgré la qualité plutôt médiocre des métrages, en raison du genre du teen movie avec lequel je suis assez peu regardant, et l'échelle narrative plus quotidienne qui fait cruellement défaut aux autres productions du studio. Et le troisième ? No Way Home. Il y a une séquence, un point de bascule dans le récit, dans la mise en scène, ainsi que dans notre rapport aux effets spéciaux, qui m'a immédiatement invité à rallumer mon cerveau. See, that wasn't so hard. Cette séquence et toutes celles qui suivront mettant en scène les illusions de Mysterio, qui, au passage, pour n'importe quelle personne ayant déjà approché l'univers de Spider-Man un jour dans sa vie, est à mourir de rire tellement il traite ça comme une grande révélation, tous ces passages donc remettent en perspective, d'autant plus dans un blockbuster américain à grand spectacle comme celui-ci, la présence des effets spéciaux, non pas comme une illusion vers le spectateur, qui a pour but de faire passer pour réel dans la narration et à notre regard un élément que l'on sait, dans ce cas précis, être généré par ordinateur, mais bien comme une représentation visuelle des manipulations de prestidigitateurs de l'antagoniste attitré du film. Ces séquences, mais surtout un autre film infiniment meilleur, m'ont poussé à réfléchir à ces problématiques. Qu'est-ce que l'illusion cinématographique ? Comment a-t-elle évolué avec le temps ? Quelle est la place des effets spéciaux à volonté spectaculaire dans notre rapport de croyance à l'image ? Et enfin, comment conserver de l'enjeu dans des longs métrages qui mentent volontairement à notre œil ? Bienvenue dans ce premier épisode de Chambre Noire. Bienvenue dans l'illusion. Le cinéma, en tant qu'objet technique, est en lui-même une illusion, celle d'une suite d'images fixes qui, en raison de leur vitesse de défilement, donne un sentiment de mouvement continu. Dès son origine donc, et même en remontant dans sa préhistoire, avec des objets comme le zoetrope ou la lanterne magique, et avant même l'apparition de techniques de montage, le cinéma nous ment, joue avec une réalité matérielle, celle de la pellicule et de son défilement. C'est pour ces raisons que le cinéma aussi très tôt était un terrain de jeu et d'expérimentation de choix pour les prestidigitateurs, les magiciens, les forains et autres corps de métier qui voyaient en ce nouveau média un outil merveilleux de trouvailles optiques, de trucage, de mystification. Car le cinéma ouvre, dans l'interstice qui se trouve entre chaque plan, une porte vers l'ailleurs, dont peut surgir la magie. Ensuite, l'arrivée du montage crée une nouvelle illusion, et un réflexe chez le spectateur qui sera déterminant pour la formation du langage cinématographique. La suspension consentie de l'incrédulité dans notre croyance dans le mouvement. Bon, globalement, tout le monde sait de quoi il s'agit lorsque l'on parle de suspension consentie de l'incrédulité, mais pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, ce terme désigne le processus qui fait signer un contrat tacite entre le spectateur et le film, qui lui fait accepter qu'une suite de plans peut se situer dans le même espace, qu'une personne reste la même d'un plan à l'autre, et qu'un acteur n'est pas un acteur, mais bien le personnage qu'il est supposé incarner à l'écran. Bref, une quantité importante d'informations fonctionnelles et de langage qui permettent au spectateur de mieux s'investir dans la proposition qui lui est faite. Ce même processus poussera les spectateurs à croire en l'existence d'éléments fantastiques, de costumes, de monstres, en effet pratiques dans un premier temps, puis en numérique à partir des années 80-90. C'est cette croyance en les images qu'on nous montre et notre acceptation de la fiction interne à ces dernières qui nous permet de nous investir dans ce que l'on sait être une illusion de tous les instants. Le cinéma devient alors un gigantesque tour de magie, un trucage dont le spectateur a conscience mais accepte, se laisse émouvoir, transporter, divertir. Et ce sera bien notre sujet ici. Pas la magie, l'occulte ou le fantastique comme élément directement surnaturel, mais l'illusion au sein du récit, comment elle se révèle et crée une proposition esthétique et tient un propos par sa propre présence. Après cette trop longue introduction, nous allons enfin aborder le film pour lequel vous avez très certainement cliqué sur cette vidéo. Spider-Man ? Le second volet d'une trilogie, Spider-Man ? basée sur un héros de la culture populaire de son pays d'origine, Spider-Man ? qui affronte un ennemi qui aime bien les costumes avec de grosses épaulettes, qui fait croire à ses pouvoirs surnaturels grâce à des illusions,
Un blockbuster d'action et d'aventure bien plus pertinent qu'on veut bien le croire sur la question des effets spéciaux. Réalisé par l'un des plus grands cinéastes actuellement en activité, C'est pas Spider-Man. I gotcha. Détective D, la légende des rois célestes, réalisé par Treyarch. Alors, Treyarch. On ne va pas pouvoir se permettre un retour exhaustif sur la carrière du cinéaste, ce sera peut-être pour un autre épisode, mais au moins une remise en contexte pour les éléments nécessaires à la compréhension du dernier volet de Détective D. Treyarch est un réalisateur, producteur, acteur et scénariste né en 1950. Il fait partie des figures majeures de la nouvelle vague hongkongaise durant les années 70, 80 et 90. Il a œuvré dans de très nombreux genres et s'est évertué à en renouveler et redorer certains, du cinéma HK en particulier, mais aussi de la culture chinoise en général, comme le polar, le drame burlesque ou le wuxia-pian, qui sont les films de KPDP locaux. Il est d'ailleurs possible de diviser sa carrière, autant en tant que réalisateur que producteur, en 4 grands axes. Bien que ce soit évidemment trop réducteur pour sa gigantesque carrière, mais néanmoins éclairant pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Un attachement, comme dit plus tôt, aux genres avec lesquels il a grandi, à la représentation et la performance, ainsi qu'aux autres arts de manière plus générale, mais aussi de la magie et du surnaturel issu du folklore. Et surtout le divertissement populaire, d'action ou dramatique, riche, varié, à l'humour visuel souvent immature, à l'ambition visuelle souvent démesurée, souvent politique, souvent tout à la fois, ce qui fait à mon sens son génie. Et donc... Détective D3, et dans une moindre mesure les 2 premiers volets, fait la synthèse parfaite de tous ces axes. Un genre qui lui est cher mais qu'il va tenter de renouveler, Pour la... 4e fois, l'importance de la performance aux représentations artistiques, dans un film d'action grand public. qui a pour dynamique narrative et formelle principale la magie, l'illusion et la prestidigitation. Mais comment et pourquoi ? Eh ben pour comprendre ça, il faut s'intéresser à ce que ça raconte dans son récit. Après l'affaire du dragon des mers du second volet, Dee reçoit de l'empereur Dragon Docile, une épée de légende au grand pouvoir, Et qui implique donc De grandes responsabilités. que l'impératrice voit un danger pour sa gouvernance et un désintérêt de l'empereur à son égard au profit du détective, qui voit en lui un potentiel conspirateur. Elle engagera donc une équipe d'illusionnistes, le clan des mystiques, pour lui dérober l'épée et ainsi prendre le pouvoir. Malheureusement, les petits projets du groupe seront détournés par les vrais manipulateurs de l'histoire, le clan des Diables Masqués, un groupe occulte dirigé par un Mysterio bis, Mysterio. qui cherche à renverser l'Empire. Voilà, ça ce sont les bases du récit qui font muter le projet illusionniste et spectaculaire autour de problématiques politiques. La satisfaction des scènes à effets spéciaux et donc dans le récit à illusion sont traitées pour ce qu'elles sont, des diversions, un moyen d'accaparer l'attention de la foule vers l'extraordinaire pour lui faire oublier les rouages de domination de l'ordinaire. Tout ça, ça passe par une vraie proposition dans la manière dont sont pensées et filmées les illusions du film, à la fois pour en conserver la valeur spectaculaire mais aussi le sentiment d'aventure, tout en usant de la mise en scène pour permettre à ses spectateurs de mieux percevoir les enjeux réels de ces effets. Et selon moi, la réussite du projet de Treyarch tient à 2 éléments. Premièrement, comment il met en image les sens et sollicite ceux de son spectateur, le cinéaste s'en servant comme moteur principal de ses séquences, avec l'ouïe qui aide à déceler la présence d'illusions ou au contraire à en perturber les victimes, le toucher comme conséquence des illusions au moyen de s'assurer de la réalité matérielle d'un élément, Et, comme souvent chez le réalisateur, un moyen de faire évoluer les relations entre les personnages malgré leur incapacité à s'entendre ou à communiquer. mais enfin, et surtout, la vue qui sera le terrain de jeu principal de Treyarch, de sa caméra et de son montage. Et l'odorat. Alors, on n'est pas vraiment au futuroscope, mais il y a ça. Mais c'est pas vraiment traité dans le film, quoi. Et le goût. Non. Le regard est donc ce qui dirige toute la mise en scène de Treyarch et lui permet de déployer son deuxième axe formel. Le réalisateur s'évertue à nous faire pénétrer l'illusion par des plans qui en révèlent les mécanismes, le fonctionnement, au point même d'en montrer l'enclenchement, l'utilisation et son arrêt à plusieurs reprises. Comme là, 帮妖后的走狗，本想见你们的刀杀人。 ou là. sans jamais en diminuer les conséquences pour les personnages, autant sur le plan physique que moral.
Et c'est ça qui permet de ne jamais nous mettre à distance de ce que les illusions produisent, car elles se basent sur un espace qui existe réellement autour des personnages auxquels nous nous sommes attachés et sur lesquels elles ont un impact, illusion ou non. Le montage a donc comme charge filmique de rendre cohérents différents niveaux de compréhension d'une même situation pour mieux nous rendre attentifs aux manipulations de la caméra et du cadrage, avant de réunir les points de vue pour faire émerger une troisième compréhension. Pour revenir plus en détail sur cette séquence, c'est moins l'effet spécial en lui-même qui fait monter la pression que son interaction avec deux niveaux de regard disjoints avant que ce plan ne fasse le lien entre eux. Et c'est pour ça que pour moi, dans Spider-Man, ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne moins. Les séquences d'illusion de Mysterio dans Far From Home, et particulièrement celle de milieu de film, qui est pourtant la plus réussie, fonctionnent sur la logique d'un cauchemar, d'un espace intégralement fictionnel au sein duquel vont surgir toutes les peurs de Peter et des visuels psychédéliques destinés aux spectateurs. Et même lorsque John Watts joue enfin sur le fait de traverser l'illusion et d'en montrer l'envers, c'est seulement pour en découvrir une nouvelle. Ça ne redynamise pas les enjeux des séquences d'action, ça ne tient pas un propos sur ces dernières, ça se contente de troquer un monstre de lave géant contre une armée de drones militarisés. Chuark, lui, ne tombe bien heureusement pas dans ce gimmick de mise en scène, où l'illusion est traitée comme un autre niveau de réalité, au sein duquel rien n'a de sens, rien n'a de logique, et tout est un train fantôme qui ne s'arrête qu'à la volonté de l'illusionniste. Non, ici le réalisateur s'efforce constamment de nous faire craindre les illusions, d'en faire le ressort dramatique et émotionnel de ces séquences, tout en nous poussant à interroger leur présence en nous rendant actifs lors du visionnage. Il ne fait que retourner aux fondamentaux du truc, hérité de Méliès tout en jouant avec sa propre mythologie, qui était déjà infusée de créatures et de pouvoirs clairement fantastiques. Et la qualité, disons, discutable de ses effets spéciaux. Je pourrais parler longuement du dernier volet de Détective D, décrire tout ce que je trouve absolument réussi et stimulant dans ce grand film de ce grand réalisateur. Des scènes d'action grandioses découpées minutieusement, de l'écriture des personnages et de leurs relations, que ce soit amoureuses ou amicales, qui font partie des plus justes de sa filmographie, du récit d'aventure haletant, des scènes hallucinatoires complètement folles et son rapport au regard dans le cadre et le montage qui me semble audacieux dans un métrage de cette ampleur. Je pense que ce film, au-delà de son aspect ludique et théorique passionnant, est une œuvre importante dans notre rapport aux effets spéciaux, au faux et à l'illusion au cinéma. Le réalisateur en fait une œuvre qui entretient un rapport complexe à l'image et qui ne cesse de mêler le politique et le fantasmagorique sans jamais oublier son rôle de conteur. Un film d'autant plus important qu'en un peu moins de 4 ans, les images factices créées par Marvel et Disney, suivies par le reste de l'industrie, ont été poussées à un degré absurde. Les résultats visuels sont hideux, et les conséquences sur les équipes chargées de les réaliser, désastreuses. Et alors même que certaines stars hollywoodiennes et une tranche non négligeable du public tentent de s'auto-convaincre que le tout fait pour de vrai est un gage de qualité, ou du moins d'investissement visuel et émotionnel plus aisé, le génie de Chuark nous rappelle en une courte série de plans qu'en réalité tout ça n'est qu'une question de cadre, de montage, de mise en scène, de cinéma quoi. Mais on reviendra sûrement sur cette question une prochaine fois. La légende des rois célestes reste donc un sommet du film de divertissement, au même titre que les 2 autres volets de la trilogie. Qui forme un modèle de cohérence dans son évolution, de propositions esthétiques variées mais toujours percutantes, et qui malgré des faiblesses occasionnelles dans chacun des 3 films, me fait attendre fébrilement un nouvel épisode. Car une réussite supplémentaire à mettre au compte de Détective D serait la démonstration d'une passion et d'un renouvellement comme j'en avais pas vu depuis... La saga Il était une fois en Chine, initiée par Chuark. Comme quoi, ça s'invente pas. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et n'oubliez pas, d'ici la prochaine fois, restez dans l'illusion.